juste après donc, du coup, Maria Carbonel, qui est de Arcora et qui va nous expliquer aussi ses enjeux avec leurs outils propres et parler de mixité également. Alors, ouais. Donc, bonjour à tous, merci Michel, Aurélien, François Ratier de nous donner la parole. Je vais juste... Donc c'est un petit peu l'occasion de confronter nos univers de maîtres d'œuvre, d'industriels et de réfléchir à ce gros sujet de la décarbonation qui nous intéresse un peu tous. Moi je vais vous parler des outils qu'on développe et de ce qu'on fait de façon concrète chez Arcora. Donc Arcora, bureau d'études que je représente, structure enveloppe, 45, une autre échelle, 45 architectes, ingénieurs, projeteurs, qui va bientôt fêter ses 50 ans. Et donc, voilà, la frugalité de matière, et notamment avec l'acier, pour Arcora, c'est un petit peu depuis le début, puisque la mission que s'était donnée Corentin Kepelec, son fondateur, c'était d'accompagner les architectes dans la conception de structures métallotextiles. Et donc, quelque part, la légèreté, chercher la légèreté et chercher aussi la démontabilité par essence. Alors évidemment, en 50 ans, les enveloppes ont beaucoup évolué. On voit un petit peu l'évolution des références là, avec l'importance croissante de la thermique d'abord, ensuite de la préfabrication, l'intégration de matériaux biosourcés, donc la mixité qui a été mentionnée. Et aujourd'hui, près de 90% des projets qu'on traite, c'est de la rénovation. Donc en plus de la casquette de concepteur, en fait, on met de plus en plus la casquette de diagnostiqueur. Donc on traite une démarche d'ingénierie d'enveloppe qui est vraiment perçue comme étant l'interface entre deux milieux, donc la jonction entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc une enveloppe doit se tenir, doit se porter elle-même, doit protéger. Donc là, on voit la coiffe de la tour Saint-Gobain à la Défense. Et quelque part forme un filtre entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui donne l'occasion de faire beaucoup d'études poussées pour concevoir de façon la plus pertinente possible ces enveloppes. C'est aussi l'occasion de pousser la recherche et le développement au sein de ce qu'on appelle notre lab, qui est une entité, une sous-entité de l'Arcora avec une gouvernance propre, qui est important pour l'identité de notre bureau d'études et qui nous permet vraiment de creuser des lignes de recherche que vous voyez là et de réfléchir, de faire un peu un pas de côté. Et donc, nous, ça fait une grosse dizaine d'années qu'on réfléchit au sujet de la décarbonation, au sein de ce lab notamment. Paradoxe, en 2020, on se rend quand même compte que les enveloppes qu'on conçoit, donc qui se sont complexifiées, qui répondent à vraiment une grande quantité de fonctions, pèsent 20% de l'impact total d'un bâtiment. Donc, effectivement, on parle plus en bâtiment, il faut que ce soit plutôt des enveloppes de bâtiment, même si pas que. Donc 20%, c'est beaucoup. Alors maintenant, avec les travaux, notamment des prescripteurs bas carbone, on se rend compte que c'est un peu moins, mais bon, même 15%, c'est beaucoup. Surtout si on regarde le rapport de masse que tu évoquais, Émilie, donc entre la structure et l'enveloppe, on n'est pas du tout sur le même ratio poids au mètre carré, et pourtant on a un sujet. Donc l'enveloppe, c'est un assemblage de 4 ou 5 grosses familles de matériaux, c'est un assemblage de produits de différentes filières aussi, une dizaine, une vingtaine de produits. Et nous, on la conçoit toujours dans une approche multicritère. Donc pour répondre à ce sujet-là, on construit des outils, notamment ECAL, qui est pour évaluation carbone de l'enveloppe, qui nous permet d'évaluer tout ça et qui est adapté à la granulométrie de notre métier, c'est-à-dire tout ce que je viens d'évoquer.
On a mis en ligne une partie simplifiée de l'outil au moment de la réglementation énergétique 2020, il y a quelques années. Donc vous pouvez voir à l'écran, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et donc après avoir choisi un mode constructif et une géométrie primaire, on a la capacité un petit peu de faire varier tous les composants, tous les matériaux, tous les composants qui constituent cette façade, et de voir en bas à gauche, en temps réel, l'impact carbone dynamique par mètre carré de façade qui varie. Et donc on apprécie de manière très rapide la pertinence de ces différents choix. Ça nous sert à mettre en valeur toutes les démarches en fait, vertueuses de fabricants, donc par exemple tout ce que vous faites, de pouvoir jauger de la pertinence du recyclage, de la production basse énergie, de la diminution des temps de transport, de l'intégration biosourcée, et aussi de tracer des tendances de nos enveloppes sur une frise de carbone dynamique par mètre carré de façade. Et on voit en fait qu'il y a une grande dispersion entre 0 et 500. Donc voilà, on a des leviers là-dessus. On arrive à l'acier. Alors comment on se positionne l'acier sur notre outil? Donc en fait notre outil va chercher des données notamment du configurateur Sage pour l'acier. Donc là on voit les poids carbone par poids, kilo. Et effectivement l'acier par rapport à l'aluminium européen est nettement moins carboné. Et on imagine aussi qu'avec toutes les démarches que vous allez développer dans l'après-midi, le bas carbone au recyclage, il y aura cette valeur qui diminuera un petit peu comme pour la filière aluminium. Et évidemment, quand on regarde en carbone dynamique, le bois est toujours assez favorable. Alors, le raisonnement au kilo a tout à fait ses limites, et encore plus pour l'acier, qui est un matériau mécaniquement intéressant pour son ratio poids et résistance mécanique, résistance élastique, module ion, etc. Donc là, on s'est amusé avec notre outil toujours à regarder comment se positionne l'acier sur des ouvrages d'enveloppe. Alors sur les châssis, c'est à peu près équivalent, mais ça devient intéressant notamment sur les murs rideaux quand on commence à dimensionner mécaniquement pour une hauteur donnée le montant. Là, je crois que c'est une hauteur de 5 mètres. Et dans dans notre outil ECAL, on a aussi tout ce qui est la famille des parements. Donc l'acier en jaune là se positionne parmi tous les autres parements qu'on peut choisir, avec du coup l'intégration des tôles d'acier bas carbone qui sont effectivement intéressantes. Alors, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais là on voit que le parement, en fait, l'outil calcule un petit peu en multicouches. Donc ce qui est intéressant avec l'acier aussi, c'est la compatibilité des parements avec des modes constructifs biosourcés derrière, par exemple les façades de ossature bois, pour des raisons de sécurité incendie, pour des raisons de maturité réglementaire, et voilà. Donc le concepteur que je représente pour ces outils-là a besoin d'une mise en commun, d'un travail d'industriel pour valoriser les images vertueuses, et d'une mise en commun de toutes ces données environnementales qu'on va chercher nous ensuite pour les retraduire et les digérer. Donc comme je disais un peu au début, l'utilisation de ce type d'outil, on ne le conçoit pas nous non plus dans une démarche, on ne le conçoit pas autrement que dans une démarche multicritère. Alors, multicritères environnementaux, effectivement, une version un peu experte de l'outil qui nous permet de regarder autre chose que le carbone. Multicritères de conception aussi, concrètement on regarde la transmission thermique, les épaisseurs de façade, le coût, enfin tout ça. Et puis multicritères aussi parce que le cœur de calcul peut être couplé à des simulations thermiques dynamiques ou des simulations d'éclairage pour apprécier ce que tu disais, Émilie, donc le carbone dans sa globalité, c'est-à-dire pas que la construction, mais aussi la consommation d'énergie, le confort, etc. Donc on est assez convaincus qu'il faut faire ce type d'outil pour concevoir de façon pertinente.
Mais que la démarche bas carbone, c'est aussi quelque chose de la mise en place de solutions concrètes, pérennes. Et la façade, alors l'enveloppe circulaire, donc l'économie circulaire traduite à notre sujet, c'est une réponse très pertinente. Donc pour nous, concrètement, l'enveloppe, l'économie circulaire qui a le vent en poupe, qui est encouragée par le législateur aussi, par la réglementation énergétique 2020 beaucoup, pour nous ça se traduit un peu comme chez tout le monde, mais après je vais présenter des exemples, comme penser démontable et réversible, comme conserver, réparer et améliorer l'existant, évidemment, et comme réemployer ce qui reste. Donc, premier point, démontable et réversible. Effectivement, on voit là sur ces croquis de concours, et notamment le croquis de gauche pour une salle de spectacle à côté de Tokyo, avec les architectes Azuka Sekei. On voit que l'acier permet, on voit que les éléments peuvent être facilement démontés grâce aux connecteurs métalliques acier, et que toutes ces solutions qui sont pensées dans la mixité, en fait, c'est une mixité qui permet de dissocier ensuite à la fin de vie les éléments les uns par rapport aux autres. C'est pas des matériaux qui sont agglomérés. Et donc l'acier répond tout à fait à ce sujet de démontabilité et de réversibilité par ces connecteurs-là. Et alors là, je montre un exemple de bâtiment livré cette fois-ci, qui est l'extension de la Tour Racine à Paris, dans le 12e arrondissement, avec l'architecte Maud Cobet, où là, on a vraiment pensé au chiffonnier du futur, quelque part, dans cette structure-là, parce que c'est une structure mixte, mais qui est assez facile à déconnecter le moment venu de la déconstruction. Deuxième point, qui rejoint la présentation précédente un petit peu, c'est conserver pour réparer et améliorer. Donc ça commence pour nous par un bon diagnostic. Et là je prends l'exemple des halles de Pantin, qui sont peut-être, je crois, le futur siège d'AREP. Petit clin d'œil, donc sur lequel on a travaillé en faisabilité et en diagnostic dans les années 2018, il me semble. Là, je vais juste un petit peu illustrer concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Donc la première chose à faire, c'est effectivement caractériser les aciers. Quand on arrive sur un diagnostic comme ça, par des sondages à réaliser de façon pertinente. Puis ensuite des analyses chimiques de l'acier et de la peinture, des examens métallographiques, des tests qui permettent de définir les caractéristiques mécaniques, et des tests de soudabilité. Et en fait, le sujet de l'échantillonnage n'est pas du tout neutre, parce que ce qu'on voit là sur les analyses microstructurales en bas à droite, c'est que sur deux fermes qui étaient assez proches les unes des autres, on a bien fait de faire deux sondages, puisqu'on en a un à gauche avec assez peu de teneur en carbone, un acier assez peu faible en carbone, l'autre beaucoup plus, et surtout avec des bandes directionnelles qui peuvent provoquer un décollement lamellaire en cas de soudure de renfort. Donc voilà, c'est tous ces sujets qu'il faut appréhender sur un diagnostic. Une fois qu'on a analysé les aciers, c'est ça, donc c'est faisabilité structurelle, avec à l'époque différentes configurations pour la halle, donc c'était pas très figé, différentes configurations de vent qu'il faut effectivement recalculer au zéro code, et et avec un poids de vitrage aussi qui était du simple double vitrage, donc plus important. Deuxième exemple sur conserver pour réparer et améliorer. Donc là, c'est un exemple
plutôt en mission de maîtrise d'œuvre, cette fois-ci complète, d'un projet en cours de réhabilitation à Paris. Tiens, ça va. C'est un marché couvert, donc avec une verrière qui vient couvrir un volume tempéré. Donc un des enjeux de la rénovation, c'était d'améliorer la couche thermiquement et de rendre cette verrière initialement en VEA, donc en verre attaché, de la transformer en double vitrage sur des dispositifs drainants avec des plus grandes trames de double vitrage. Donc la démarche est un petit peu la même. Il faut faire ces diagnostics de l'acier sur les zones qui sont en bleu sur la coupe, donc les zones qui ont été conservées pour le quantifier, et ensuite le revérifier aux Eurocodes avec la surcharge du vitrage isolant et prescrire aussi le traitement de l'état de surface de cette structure qui est conservée, mais qui doit être néanmoins retraitée sur la surface. Toujours un peu la même démarche, donc requalifier par des tests doublés en conception et en exécution, revérifier l'existant et puis sujet sur la garantie de la peinture. Et voilà les photos de chantier d'hier, en plein soleil avec la peinture toute refaite de cette structure. Donc effectivement, de manière générale, en charpente patrimoniale et en ouvrage de verrière et d'enveloppe, on observe qu'il y a un marché qui n'est pas neuf pour nous, puisqu'on avait travaillé sur la rénovation des serres de la Villette en 2009 déjà, mais qui s'accélère avec ce sujet souvent de rénover thermiquement, avec du double vitrage, ou du moins de traiter la gestion des apports solaires, avec l'ajout de film ou d'autres choses. On travaille actuellement donc, effectivement sur le projet Aérogare à Paris et d'autres sujets, pavillon Baltard, certaines façades monumentales de métro, etc. Donc notre besoin, effectivement, en tant que concepteur, c'est d'arriver à qualifier l'existant de la façon la moins intrusive possible et très en amont dès la phase de conception, voire dès la phase de diagnostic. Est-ce qu'à distance, vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Ah oui. C'est Bruno Guité. Merci. Je suis pas faillant, j'aime bien ça. Je vais le faire. C'est bon. C'est bon. On sait qu'il est sur un chantier. Et donc, voilà, dernier point un petit peu de cette enveloppe circulaire, c'est le réemploi. En commençant, du coup, pour nous, de manière générale, là, je vais vous présenter des expériences de réemploi in situ, plutôt, c'est-à-dire avec la casquette diagnostiqueur et concepteur sur un même bâtiment. On commence à avoir quelques retours d'expérience qui sont soit en chantier, soit livrés. Et donc là, le premier exemple, c'est du réemploi de bardage métallique sur un projet tertiaire de siège social en Île-de-France des années 1973. En fait, le réemploi, ça peut venir par deux biais, soit par le biais du retour d'expérience, soit par le biais du carbone, soit par le biais du patrimoine, soit les deux. Là, en l'occurrence, c'était les deux. Donc, on rénove une façade à l'identique en l'améliorant thermiquement. Et en fait, on se rend compte en faisant les scénarios avec nos outils, etc., que le réemploi du parement, c'est un levier qui permet de baisser de 46% l'impact carbone de la façade. Donc, c'est très sensible à architecture identique. Disons, les autres types de leviers qu'on a à disposition, c'est plutôt 10%, 15%. Voilà. Donc, très sensible et sur une grande surface, puisqu'au total, on est sur 1500 tonnes de CO2. Voilà. Et une fois qu'on a décidé de travailler sur du réemploi,
Pardon. Stock, c'est à vous. Ensuite, on applique donc un protocole qui est relativement similaire au protocole pour la conservation. D'ailleurs, la différence est parfois un peu ténue parce que là, par exemple, on réemploie un bardage, mais on réemploie aussi son ossature. Et en fait, en l'occurrence, son ossature, elle reste en place. Donc, on mélange un petit peu les deux choses. Je dirais que la principale différence, c'est évidemment dans le reconditionnement, puisqu'on dépose, on reconditionne, on repose, mais c'est aussi tout ce qui est cadre normatif et assurantiel autour du réemploi, qui n'est pas exactement pareil que quand on conserve. Voilà, donc indispensable l'accompagnement des bureaux de contrôle pour ces sujets-là, pour valider et enrichir le protocole. Donc analyse des documents historiques, démontage en conception d'un module, inspection visuelle pour essayer de comprendre le schéma statique, évidemment toujours échantillonnage représentatif, qualification de la corrosion, de la tenue à la corrosion, de la peinture, et ensuite dès les phases de conception, vérification structurelle assez poussée des éléments pour s'assurer que ça tient toujours aux normes actuelles avec les surpoids qu'on applique, etc. En interprétant tous les résultats d'analyse qu'on a réalisés préalablement. Donc là-dessus, on s'appuie sur des travaux, évidemment. On a échangé avec le CSTB, projet Spirou, on échange avec, là en l'occurrence, on avait échangé avec des dynamiques au niveau de la chambre syndicale de l'étanchéité aussi sur les bardages, et pour l'acier, les recommandations professionnelles, comme disait Émilie, sur les éléments structurants en acier sont vraiment très importants en fait pour défricher les sujets, même si ça ne s'applique pas strictement à nos bardages. Et pardon. Deuxième exemple de réemploi en façade, avec toujours en façade un changement d'usage, donc la réutilisation de montants de façade VEA verre attaché, qu'on appelle des sabres inox, en montant de garde-corps sur le même ouvrage, sur un projet qui est en chantier également. Et donc, on avait un sujet de dépose par le cureur de ces sabres-là, avec une dépose qui a dû être pensée à l'horizontale pour ne pas les déformer. Ensuite, un stockage. Ces sabres, ces éléments inox ont été amenés à l'atelier de serrurerie à moins de 30 km du chantier, je crois, pour être retravaillés. Donc, découpe, soudure bouchon des percements existants avec, petite anecdote, des restes de quincaillerie inox récupérés sur le chantier, donc ponçage, brossage, ressoudure, passivation, et voilà les montants, voilà comment on transforme des anciens montants en des garde-corps, avec voilà, tout le processus. Et des choses à anticiper toujours en conception, notamment le test garde-corps qui a dû être fait sur un prototype pendant la phase de conception pour s'assurer que ce process était bien faisable. Donc voilà, vraiment les besoins, je dirais, pour le réemploi, c'est avoir ce cadre normatif et assurantiel sur lequel pouvoir s'appuyer pour pouvoir lancer ce genre de démarche. Et puis une petite ouverture, juste évidemment on parle beaucoup d'acier. Voilà, je voulais juste faire une ouverture sur d'autres filières de réemploi de parements en façade, sur aussi un bâtiment qui a été livré l'année dernière, je crois, avec du réemploi de pierre mince. Et en fait, ça permet de mettre en perspective, voilà, le réemploi de pierre, c'est d'autres sujets, mais aussi de dire qu'en fait, on a réussi à le faire grâce à des attaches inox au final, donc des inserts Fischer qu'on est allé mettre à l'arrière des pierres, puisque les attaches d'origine étaient, voilà, ne pouvaient pas être conservées.
Donc on peut aussi, dans cette idée de mixité, faire de l'emploi grâce à l'acier avec d'autres filières. Et voilà le bâtiment rue de Montagne de la Fage à Paris, avant et après, avec la même pierre qui est conservée. Voilà, donc j'ai terminé. Merci beaucoup. Simplement dire que, en conclusion, qu'on est, vous l'aurez compris, assez actif sur tous ces sujets de démarche environnementale, que les sujets d'économie circulaire nécessitent un très bon niveau d'ingénierie dès la conception. En fait, c'est pas beaucoup d'énergie grise, mais c'est beaucoup de matière grise. Et il faut vraiment s'approprier l'existant de manière très pertinente pour pouvoir, pour pouvoir, via un diagnostic, pour pouvoir agir là-dessus. Et il faut aussi pousser des caractérisations dès la conception. Voilà, donc nous on est convaincus de la nécessité d'orienter un petit peu les activités vers ce nouveau champ et vers cette nouvelle façon de construire qui va être, on l'observe, qu'il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de demande du marché. Merci.